les routes de la soie. D'abord un petit mot évidemment tout de suite sur l'expression les routes de la soie. C'est une expression en fait qui est relativement impropre, mais finalement on la garde telle quelle parce que d'abord elle a fait florès, elle a une certaine réputation, et puis qu'on n'a pas trouvé mieux non plus. Mais c'est une expression un peu impropre, les routes de la soie. C'est impropre à cause des routes et à cause de la soie. Je vais vous expliquer pourquoi. Les routes de la soie, ce ne sont pas des routes qui partent de Chine, puisque c'est un grand projet sur plusieurs décennies de la République populaire de Chine. Ce sont des segments de route historiquement, ce sont des tronçons, si vous voulez. Ce n'est pas une route continue. Donc, ce sont des tronçons. Et la soie, bien entendu, il y a eu beaucoup d'échanges entre la Chine et l'Europe au cours des âges, mais vous le verrez, j'ai dressé une petite liste, il y a beaucoup de produits, manufacturés ou non, y compris bien sûr les pierres précieuses, etc., ou des produits manufacturés, mais bien entendu la soie n'est qu'une image de ce commerce qu'il y a eu entre la Chine et les États-Unis. Je vais vous montrer dans une petite minute le plan, le temps de vous dire qu'on retrouvera ce plan à chaque fois au cours des différentes étapes de cette explication. Alors, quelques remarques d'abord, évidemment, d'introduction, qui seront courtes. Quelques remarques, bien sûr, de conclusion. Elles seront particulièrement brèves. Je les ai synthétisées hier. Et puis, 3 parties pour reprendre exactement les intitulés des parties. D'abord, le déploiement de la Chine dans sa région. Ça, c'est la première partie. Vous ne pouvez pas comprendre le projet des routes de la soie, donc vu de Pékin, si vous ne comprenez pas que ça s'insère dans un contexte, depuis, on va dire, une vingtaine d'années, de déploiement de la Chine dans sa propre région. Alors, d'abord, la région, on va le voir, Asie-Pacifique, c'est-à-dire le littoral qui va de la Russie en passant par les 2 Corées, le Japon et jusqu'à évidemment la Chine, Taïwan, l'Asie du Sud-Est, et également une autre façade de déploiement dans sa région de la Chine, c'est l'océan Indien. L'océan Indien qui est sans doute, ça vous intéressera, pour vous dans 20 ans, ça paraît long à votre âge, mais ça malheureusement, ou heureusement, ça dépend, mais ça va passer très vite. Donc d'ici 20-30 ans, il va y avoir une réactivation de l'océan Indien, notamment à cause de la Chine. Donc pour ces 2 raisons, la façade pacifique de l'océan Pacifique et la façade océan Indien sont donc des objets du déploiement de la Chine. Il y aura une deuxième partie sur tout simplement le projet des routes de la soie, à quoi est-ce qu'il ressemble, et puis j'ai intitulé les incertitudes majeures pour la 3e partie, puisque c'est un projet, c'est déjà un projet et c'est aussi un chantier, ça commence. Mais il faut bien voir que le pari du président chinois, l'actuel président chinois Xi, ça s'écrit X-I, eh bien ça se prononce Xi, le président Xi voit ce projet courir jusqu'au milieu du siècle, c'est-à-dire, si possible, le voir abouti en 2049, c'est-à-dire exactement 100 ans après la révolution communiste, la victoire de Mao Tse-tung en 1949-2049, donc 100 ans après la conquête du pouvoir par les communistes en Chine. Donc on a parlé un petit peu du titre, quelques remarques d'introduction. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant, mais c'est important quand même que vous gardiez cela en tête. La Chine est un immense pays. En gros, vous le voyez, sur cette carte, on a superposé la Chine à l'Europe. Et vous voyez comment la Chine couvre une très grande partie de l'Europe. Vous reconnaissez peut-être ici, on le voit mal, mais on le verra mieux sur le document original. Il y a, vous reconnaîtrez la France, évidemment, l'Espagne, un morceau de l'Italie, l'Allemagne, etc. Donc, en fait, c'est un territoire aussi grand que les États-Unis, mais qui n'a pas la même forme, puisque le territoire américain métropolitain, la métropole, c'est-à-dire en dehors de l'Alaska qui se trouve de l'autre côté du Canada, le territoire américain est une sorte de rectangle pour simplifier. Ce n'est pas du tout la morphologie, la forme, vous voyez, de la Chine qui est beaucoup plus complexe. J'ai mis aussi ici une carte tout à fait géopolitique en couleur, tout à fait simple. Les cartes les plus simples
sont les meilleurs souvent en géopolitique. Vous n'avez pas besoin de voir quels sont les différents affluents de n'importe quelle rivière, les villes, etc. Ici, vous avez en jaune la Chine. Donc, et pourquoi est-ce que j'attire votre attention sur cette carte? Parce que la Chine, c'est important pour ce qui se passe à propos des routes de la soie. La Chine n'a jamais joué un rôle, si vous voulez, de colonne vertébrale en Asie, dans l'histoire. Elle n'a jamais cherché à fédérer, à gagner des territoires de l'autre côté de ses frontières, sur les périphéries, etc. C'est plutôt ce qu'on appellerait psychologiquement un pays introverti, un pays qui n'est pas tourné vers l'extérieur. Et c'est une dominante de l'histoire de la Chine, c'est-à-dire qu'il n'a jamais vraiment regardé, sauf à une exception près, il n'a jamais vraiment regardé, ce pays, la Chine, vers la haute mer, comme on dit, vers les lointains. Vous savez que les Espagnols, les Portugais, les Anglais, un petit peu les Français, etc., ont été les grands conquistadors, les grands découvreurs de nouvelles terres, et souvent de nouvelles terres très, très lointaines, sans parler de Christophe Colomb. Ce n'est pas le cas de la Chine, et de même, c'est important aussi, la Chine n'a pas dans sa mentalité un comportement historiquement un comportement, je dirais, colonial. Les grands colonisateurs, ce sont les Européens. La colonisation est un fait historique largement européen. Et s'il y a eu 2 colonies possédées par les États-Unis, c'est un peu par accident. Et d'ailleurs, très tardivement, à la fin du XIXe siècle. Donc c'est un peuple qui a toujours été introverti, pour employer un vocabulaire psychologique, qui ne convient pas évidemment à la géopolitique. Et d'autre part, vous le voyez, ça a toujours été un pays très peuplé et très conscient de son poids démographique. Nous pensons, pas nous, mais nos amis démographes, pensent que la Chine, quand est survenue en France la Révolution, donc 1789 pour arrondir les chiffres, eh bien la Chine avait aux alentours de 300 millions d'habitants. Ça c'est important, donc déjà une sorte de mammouth démographique dans son histoire, par rapport aux Européens. Et évidemment, à l'époque de la Révolution française, l'Europe était le centre du monde, même bien avant l'industrialisation. Et donc c'était un pays très peuplé, et on pourrait dire aujourd'hui, si on risquait un anachronisme, c'est-à-dire un mot qui ne convient pas à l'époque dont on parle, mais la Chine, c'était le premier PIB du monde, mais qui ne commerçait qu'avec lui-même. PIB, produit intérieur brut, mais qui commerçait qu'avec lui-même, avec très peu d'échanges avec l'extérieur. Ça, c'est une dominante aussi de l'histoire chinoise. Donc il faut bien comprendre que depuis 40 ans, la Chine a entrepris, comme vous le savez, des réformes économiques absolument magistrales, subitement, à marche forcée, très décidée, et finalement à partir d'un système économique qui ne s'y prêtait pas. C'était le communisme, le marxisme, et en tout cas politiquement un régime extrêmement centralisé. Et au bout de 40 ans, puisque 1979 c'est le lancement des réformes économiques en Chine, et nous sommes en 2019, ça fait exactement 40 ans par hasard. Et bien depuis 40 ans, la Chine est devenue méconnaissable. Quelqu'un qui serait mort il y a 40 ans, qui se réveillerait de sa tombe aujourd'hui, et qui serait chinois, ne reconnaîtrait pas 40 ans après son propre pays. Donc il faut bien voir cette extraordinaire, et même cette extraordinaire évolution, même on pourrait dire ce traumatisme. En 40 ans, ça fait, pour simplifier, presque 2 générations. C'est très court dans l'histoire d'un pays. Donc cette incroyable expansion économique de la Chine, depuis 40 ans, est un fait très bref, très soudain, très nouveau, rapporté au millénaire de l'histoire de la Chine. Donc vous voyez, quand la Chine, tout d'un coup, essaie comment pourrait-on dire, de lancer ce projet des routes de la soie dont on va parler, c'est accompagné, ça a été précédé par quand même beaucoup pourrait-on dire, d'extension volontariste de son économie à ses abords. D'abord à ses abords, autour d'elle. Et puis maintenant, les routes de la soie, elle imagine qu'elle peut favoriser le commerce entre elle-même et l'Europe, à la fois par des routes terrestres, donc par l'intérieur du continent, et puis par des routes maritimes, en passant ou par la Corne de l'Afrique ou par le Proche-Orient. Donc vous voyez, on aura des cartes là-dessus.
Alors j'insiste sur ces cartes-là de la Chine qui n'a jamais voulu jouer le rôle de colonne vertébrale dans son environnement. Je l'ai mise ici en noir. Et j'ai imaginé, alors évidemment ça ne ferait pas plaisir à l'ambassadeur de Chine à Paris, mais j'ai imaginé que la Chine, c'est important d'aller si loin et d'essayer de retrouver le passé, et le passé millénaire. Eh bien, je vais faire quelque chose qui ne plairait pas à l'ambassadeur de Chine à Paris, je vais faire disparaître la Chine par un clic magique, et vous voyez, il n'y a plus de Chine, elle n'a jamais existé, à la place c'est la poursuite, le prolongement à l'intérieur des terres, comme ça, de l'océan Pacifique. Eh bien, ce que vous remarquez, et c'est un véritable paradoxe du monde chinois à ses abords, c'est le fait que la Chine est en fait entourée d'une mosaïque de sociétés et de cultures différentes. Vous pouvez dire qu'en Europe, il y a un certain nombre, et même un grand nombre de langues différentes, de dialectes différents, qu'au cours de l'histoire, il y a eu beaucoup de processus de fragmentation, nous sommes quand même les auteurs de 2 guerres mondiales, ce n'est pas rien au XXe siècle, que c'est une incroyable, là aussi, diversité de situations. Quel rapport entre un Finlandais et un Grec, entre un Portugais et on va dire un Biélorusse? Je dis ça au hasard, pour prendre des extrémités géographiques. Mais en fait, la Chine, qui a une unité de peuplement admirable, ce qui n'est pas le cas d'Europe, est entourée par une diversité incroyable de civilisations, de cultures, de sociétés, de religions, de croyances religieuses, ce qui est un petit peu différent des religions, même assez différent, et ainsi de suite. Donc on va quand même rétablir la Chine sur la carte, mais sachez que c'est un itinéraire quand même assez solitaire au cours des millénaires. N'oubliez pas que ça n'empêche pas que la Chine a été une très grande nation, un très grand peuple en ce qui concerne les inventions et les découvertes. Donc la Chine, comme bien d'autres peuples, a apporté beaucoup à l'humanité. Alors il a même apporté quelque chose qui est assez détonnant, évidemment, c'est la poudre, mais dont on a fait d'ailleurs par la suite un certain usage au cours des siècles. On ne s'en est pas privé. La seule, alors c'est important parce que ça recoupe les routes de la soie, la seule aventure, on va dire, on pourrait dire expédition, ça s'appelle des expéditions maritimes, ça a été celle, vous le voyez au XVe siècle, de l'amiral Zheng He, si ça se prononce comme ça, et il est allé tout au long de l'océan Indien, vous le voyez sur la carte, et il est allé, estime-t-on aujourd'hui, légende ou pas, on ne le saura jamais, mais il est allé jusqu'à quand même la corne de l'Afrique que vous voyez ici. Ici, vous avez l'entrée du golfe arabo-persique, entre l'Arabie saoudite et l'Iran aujourd'hui, et puis, entre là, ils ont mis, oui, c'est ça, et puis là, Aden, c'est le Yémen, c'est la mer Rouge, hein. Donc, il est allé dans cette direction au cours d'un certain nombre d'expéditions. C'est une exception qui confirme la règle. Les Chinois ne sont pas orientés vers la mer. Et quand vous regardez les routes de la soie, on les décrira dans un instant, c'est terrestre, c'est essentiellement terrestre. Et n'oubliez pas que si c'est à terre, aujourd'hui, en 2019, autrefois c'était les hommes et les animaux, mais aujourd'hui c'est bien sûr les automobiles, les camions, etc. Mais c'est aussi le train, il faudra en parler, le train, qui est un des grands vecteurs de ces routes de la soie, parce que le train, évidemment, avec des lignes fixes de communication, peut quand même transporter très loin beaucoup de poids en une seule fois. Alors, toujours pour le contexte, les routes de la soie, ça s'insère dans une grande expansion régionale, je l'ai dit, de la Chine, et c'est accompagné par une diplomatie volontariste. Alors, je vais vous montrer un tableau tout à l'heure, dans un instant, sur la montée en puissance de la diplomatie chinoise depuis 40 ans, et notamment depuis 20 ans, 10 ans, 5 ans. Vous n'allez regarder que le gras, parce que c'est pas la peine, je vous aurai bien entendu ces diapositives, mais pour l'instant, vous ne regardez que ce qui est écrit en gras, c'est largement suffisant, et vous voyez que le budget a beaucoup augmenté du ministère des Affaires étrangères, que c'est devenu en gras le deuxième réseau diplomatique par
Pour la petite histoire, c'était la France qui jusque-là était le deuxième réseau diplomatique en nombre de consulats, évidemment, de représentations diplomatiques, d'ambassades, et nous avons été rétrogradés en troisième position. Ce n'est pas un concours de beauté, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est quand même le deuxième réseau diplomatique, le premier étant, cela va sans dire, le réseau diplomatique américain. Des ambitions de long terme, une politique de défense soutenue, des institutions bancaires et financières, vous voyez tout un appareil qui se développe, dans l'océan Indien, l'établissement d'un collier de perles, et je vous montrerai la carte tout à l'heure, les routes de la soie, et si l'on continue, toujours en ne regardant que ce qui est en gras, des organisations régionales sur lesquelles elle s'appuie, elle promeut le libre-échange, elle forme des élites, classes moyennes, supérieures des pays en développement, elle organise des forums, elle coopère avec la Russie et elle est très active à l'ONU. Donc vous aurez le temps de regarder tout cela, mais voyez bien que les routes de la soie n'arrivent pas toute seule dans un effort d'expansion chinois. C'est un élément parmi bien d'autres. C'est un élément prestigieux, c'est un élément à très long terme. Nous ne savons pas si ces routes de la soie seront vraiment efficaces pour la promotion des ambitions chinoises, mais en tout cas, c'est quelque chose, comme disait d'ailleurs très bien un universitaire français, c'est déjà, quel que soit l'avenir d'ici 20 ans, 40 ans des routes de la soie, c'est déjà, il me disait, une belle machine de guerre. Une belle machine de guerre. C'est un coin quand même en bois, un coin enfoncé dans les intérêts comme de l'Europe et d'un certain nombre d'autres pays. Alors, la première partie du déploiement de la Chine dans sa région va être assez bref comme d'habitude. Le premier sous-thème, c'est l'expansion économique en Asie-Pacifique. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir la carte de la Chine. La Chine s'est développée depuis 40 ans par le littoral. C'est le littoral, avec la création de zones économiques spéciales, etc. C'est le littoral qui a fait depuis 40 ans la fortune, au vrai sens du terme, au deux sens du terme, la fortune, à la fois le succès et la réussite financière de la Chine. C'est le littoral qui, vous savez, est en fait assez linéaire en Chine et regarde l'océan Pacifique. Mais grâce à ce littoral, la Chine a conquis une dimension non seulement internationale, mais mondiale. Vous voyez le rôle des ports qui sont rouges, ici, qui sont donc les ports non chinois. Alors j'ai mis Hong Kong qui est chinois, évidemment, juridiquement, mais qui jusqu'à 1997 était britannique. C'est un ancien comptoir britannique. Donc vous voyez, je l'ai quand même mis, c'est un cas particulier, Hong Kong. Mais pour les ronds jaunes, ce sont des ports chinois. Je vous ai mis ici une mauvaise carte, mais elle est en même temps très bonne. Vous voyez, là vous êtes... peut-être que l'original est plus dessiné. Vous avez tous les ports ici, vous reconnaissez éventuellement l'Afrique, mais vous avez tous les ports qui sont sur le littoral chinois sont les plus grands ports du monde. Les plus grands ports du monde. Et alors si on regarde par exemple simplement les ports, donc les 20 premiers ports du monde en 2015, 2014, 2015, peu importe les chiffres, 90% sont en Asie, 70% sont en Chine. Ça vous dit quelque chose? Vous n'auriez jamais imaginé ça il y a 40 ans, pour d'ailleurs de bonnes raisons. Et 5% sont en Europe. Et c'est assez fascinant de voir qu'en 40 ans, il y a eu un bouleversement du trafic mondial. Ne regardez que la partie d'extrême gauche, les pourcentages, ça suffit. Vous aurez de toute façon ces diapositives. Et si vous regardez maintenant les 20 premiers ports mondiaux, mais de conteneurs, de porte-conteneurs, qui donc... vous voyez ce que c'est? Eh bien, 75% sont asiatiques, 45% sont chinois, 15% seulement sont européens, avec des couleurs correspondantes, et 10% États-Unis. Les États-Unis, dans les chantiers navals, c'est-à-dire la construction des grands bâtiments de commerce, ça n'est pas grand-chose. Les grands ports américains sont essentiellement sur la côte ouest, il n'y en a pas beaucoup. On ne joue pas dans la même cour, les Européens et les Américains, pour ce qui concerne à la fois la construction de bateaux, les chantiers navals et le trafic maritime mondial, n'existe presque plus comparé à la force non seulement des Chinois, mais des autres Asiatiques. Alors aussi quelque chose d'important
pour les routes de la soie, c'est que petit à petit, vous voyez, en 40 ans, la Chine s'est développée à partir de sa façade maritime dans son environnement régional, mais également en signant un certain nombre d'accords de libre-échange. Accords de libre-échange à la façon américaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus capitaliste que de promouvoir du libre-échange, c'est-à-dire le moins de contraintes possibles. Qu'est-ce que c'est que le libre-échange? C'est-à-dire que le moins de barrières douanières, le moins de taxes à l'importation, à l'exportation, et puis la deuxième ou la seconde caractéristique du libre-échange, c'est qu'on s'accorde sur les normes. Les normes, on sait ce que tel objet est, c'est-à-dire qu'on a des catalogues très précis pour dire ça, nous reconnaissons que c'est un ordinateur, que c'est un vidéoprojecteur, c'est un réfrigérateur, que c'est ceci, cela. Donc c'est le moins de barrières possibles. C'est une vision très capitaliste. Hein. Il faut bien aussi garder en tête que ces routes de la soie s'inscrivent non seulement dans un desserrement de l'économie chinoise vers l'Europe, et un peu vers l'Afrique, mais aussi dans une vision complètement décomplexée du capitalisme à l'occidental. Vous n'auriez pas dit cela il y a 40 ans. Alors, je passe là-dessus. Maintenant, l'expansion militaire, vous voyez comme la Chine se développe par zones déconcentriques, d'une façon extrêmement prudente. Regardez par exemple l'expansion militaire en mer de Chine méridionale. Vous avez ici donc sur le flanc sud-est de la Chine, ce qu'on appelle la mer de Chine méridionale. D'ailleurs, beaucoup d'Asiatiques disent non, c'est pas la mer de Chine méridionale. C'est une mer méridionale, mais pas de Chine, elle n'appartient pas à la Chine. Et c'est comme si... on va pas tenter de comparaison compliquée, mais vous voyez qu'il y a des îles, alors peu importe leur nom, on les appelle les îles Spratly et les îles Paracels, qui sont revendiquées au milieu de la mer de Chine méridionale par les Chinois. C'est-à-dire, c'est une politique à l'israélienne, c'est à moi et c'est comme ça. Et vous ne discutez pas. Mais en revanche, vous voyez les couleurs, c'est-à-dire il y a aussi des revendications de pays voisins. On ne va pas entrer dans le détail, mais là, dans cet espace, là aussi, expansion de la Chine, vous avez des constructions. D'abord, vous avez évidemment des revendications croisées sur tout cet espace-là, mais vous voyez des îlots qui sont construits, qui existent évidemment, ce sont des cailloux dans la mer, mais qui sont élargis, qui sont bâtis, et sur lesquels on peut même construire une piste d'aviation pour avions, vous voyez, d'une taille impressionnante. Donc ce ne sont pas des îlots, ce sont des îles naturelles, mais artificiellement allongées, construites, habitées, avec des écoles, avec des hôpitaux, etc. Donc vous avez vu les avions, hein. Là, oui, on les voit bien. Donc c'est une expansion régionale qui s'accompagne aussi, je ne vais pas en parler trop, mais d'une expansion de la marine chinoise. La marine, je vous ai mis ici quelques éléments clés. La marine, est tout à fait dynamique. Et c'est relativement nouveau compte tenu de l'histoire de la mentalité chinoise qui n'a jamais été tournée vers la mer. Vous voyez que les routes de la soie, il y a une bretelle qui va en Europe par la terre, mais il y a une autre bretelle qui va vers la Corne de l'Afrique et vers le Proche-Orient par la mer. Et là aussi, c'est une nouveauté. Encore une fois, le peuple chinois ressemble assez d'ailleurs au peuple français. Et les comparaisons s'arrêtent là, hein. Mais ce sont des peuples, les deux sont des peuples dans le bon sens du terme, hein. Ce sont des peuples de paysans, c'est-à-dire des peuples qui ont les pieds dans la terre, hein. La France ne s'est dirigée vers la mer que très tardivement dans son histoire, trop tardivement certainement. Alors, je passe là-dessus sur évidemment la marine, vous aurez le détail tranquillement. Alors maintenant, vous le voyez, c'est une carte intéressante, vous reconnaissez la Chine ici, vous reconnaissez peut-être l'Asie du Sud-Est, là il y a le Vietnam, etc. Puis là on va vers l'Inde, et donc avec des ronds rouges, il y a le fameux collier de perles, comme l'appellent justement les Chinois eux-mêmes, avec donc des ronds rouges. Il gagne un certain nombre de positions. Des positions plus ou moins intéressantes, c'est un phénomène nouveau. Ils ont la volonté politique pour le faire, ils ont de l'argent et ils savent évidemment faire pression sur les pays
d'accueil et notamment des pressions et vie politique. Et par exemple, un pays comme le Sri Lanka, qui est juste en dessous de l'Inde, vous reconnaissez le triangle indien ici, et l'île de Sri Lanka, eh bien, est en partie quand même dépendante pour certaines installations portuaires de la Chine. C'est-à-dire que la Chine a loué des installations pour 99 ans. Et évidemment, c'est des locations qui peuvent être à utilisation civile, mais aussi à utilisation militaire. Ça fait partie des routes de la soie. Donc avec une double fonction, moi, Chinois, j'arrive, je fais pression et j'obtiens des facilités maritimes, et en même temps, je bâtis un réseau, vous voyez les colliers, hein, c'est une expression assez parlante, un réseau pour prolonger, pour étendre éventuellement ma force vers l'Afrique et vers l'océan Indien. C'est tout à fait nouveau, c'est le deuxième flanc maritime, après celui dont je vous avais parlé au début, le flanc de l'Asie du Sud, de l'Asie-Pacifique. Là c'est l'océan Indien. Ça a été longuement préparé. N'oubliez jamais que, ça c'est important pour les routes de la soie, que les routes de la soie fonctionnent ou non un jour, on le verra. À l'avantage des Chinois, seulement on le verra, l'avantage des Chinois et des Européens d'une façon mixte, on le verra, mais sachez que c'est quand même un chantier extrêmement puissant pour les Chinois, et qu'ils sont en train de le préparer. C'est le dernier peuple à être, comment pourrait-on dire, impulsif. Quand les Chinois décident de quelque chose, c'est après avoir mûri longuement, à partir d'analyses croisées, etc., après avoir mûri leur décision. Alors, vous le voyez, vous reconnaissez l'Afrique ici, Madagascar qui est là, l'Inde qui est ici, les pays d'Asie du Sud-Est, et vous voyez les points d'appui actuels en rouge, et puis ceux qui sont espérés que la Chine convoite en jaune. C'est une carte très provisoire, vous n'avez pas intérêt à trop aller dedans parce qu'elle changera dans les années à venir. Mais encore une fois, c'est une expansion extrêmement lente, progressive, rigoureuse, étudiée, justifiée et finalement efficace. Alors évidemment, les États-Unis ont bien compris que la Chine, et c'est son droit, la Chine voulait étendre ses intérêts dans des régions qui sont souvent ou sous contrôle, ou sous domination, ou sous influence, simplement américaine. Et alors il y a une politique de containment, c'est-à-dire d'endiguement, comme on dit en français, c'est-à-dire que les États-Unis mettent des digues, c'est-à-dire des digues au sens symbolique du terme, et essaient de contrer évidemment cette descente, on va dire, nord-sud, et cette descente est-ouest de la Chine, notamment dans l'océan Indien, avec des ronds ici rouges et jaunes, hein, containment. Et c'est la politique qui est d'ailleurs suivie, y compris par l'actuel président américain. Alors deuxième partie, on est dans les temps, deuxième partie, les routes de la soie. Alors, les routes de la soie, on a dit qu'elles étaient mal nommées, mais surtout gardons maintenant l'expression qui n'est pas extraordinaire, mais ce ne sont pas des routes continues, ce sont des tronçons, c'est à la fois la route et c'est à la fois le train, ce ne sont pas les mêmes lignes de communication évidemment, ce ne sont pas les mêmes services que ces supports terrestres rendent, et puis c'est aussi une bretelle maritime via l'océan Indien. Donc on va voir le projet, on verra après les questions qui se posent. Alors, première remarque, donc, le projet. J'ai choisi une carte qui est assez belle d'ailleurs sur le plan graphique, qui est une carte, ce qu'on appelle une carte orographique, c'est-à-dire une carte qui représente le relief. Et vous l'avez ici, alors c'est celle-ci, voilà, c'est celle-ci. Vous avez d'abord le cadre général, vous reconnaissez le Proche-Orient ici, la Turquie, la péninsule arabique, l'Iran, l'Inde, et donc ici la Chine, avec les très vastes plateaux bleus du Tibet, très vastes plateaux bleus. Alors ce sont des hauts plateaux, mais là ici, à l'intérieur de cette ellipse jaune, c'est un désert aussi aride et aussi cuisant au sens propre du terme que le Sahara au mois d'août. Hein. C'est un désert extrêmement hostile à l'homme. Et
le désert du Taklamakan si vous voulez. Et vous voyez l'idée quand même des routes de la soie dans l'histoire autrefois, c'était d'ouvrir des fenêtres, des corridors, au départ à travers ces très hautes montagnes, vers l'Europe et ce qu'on appellerait aujourd'hui, évidemment l'expression n'existait pas, vers le Moyen-Orient, les pays arabes du Proche, du Moyen-Orient et vers l'Iran aussi. Donc l'Iran est ici et vous voyez deux mers fermées, la mer d'Aral russe et puis la Caspienne qui est une mer fermée mais en partage avec plusieurs pays. Et l'idée, c'est, vous voyez, de franchir, vous voyez tout ce qui est marron ici, c'est de franchir, c'est de trouver une ouverture, un corridor à travers la haute montagne. Imaginez-vous que nous étions il y a 20 siècles, il y a 21 siècles, 22 siècles, les routes de la soie. Donc, c'était à peu près impossible l'hiver, et c'était difficile l'été, non seulement pour les hommes, mais pour les animaux, il fallait franchir des cols, et en plus, si on allait dans ces régions-là, c'était pour transporter des biens, donc c'était horriblement lourd. Donc, ceci, cela. Alors, vous avez cette belle carte, je ne sais pas d'où elle vient, mais elle est très bien représentée. Vous voyez la Chine ici avec le fameux désert dont je vous parlais. Le désert est ici en jaune et vous le retrouvez ici en gris. Et vous voyez, on a l'impression de langue de feu plutôt. C'est presque un tableau. Et vous voyez les difficultés, vous voyez les frontières de la Chine ici et les difficultés qu'il y a dans l'histoire de la Chine ancestrale à aller de l'autre côté. C'est ce qu'on appellerait, ou ce qu'on appelait autrefois, une barrière, pas une frontière naturelle, mais une barrière naturelle, un peu comme l'Himalaya, un peu comme les Pyrénées d'une certaine façon. Quand les Pyrénées, vous pouvez facilement, aux deux extrémités, passer d'Espagne en France et de France en Espagne, tandis que là, souvent, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, vous voyez, j'ai remis ici la zone qui nous intéresse, qui est dont il faut s'affranchir au cours de l'histoire. Et vous avez ici, vous voyez toujours le désert du Taklamakan, et ainsi de suite, et vous reconnaissez ici l'Inde, en bas par exemple, et vous avez les différentes routes. Mais encore une fois, ce ne sont pas des routes qui se joignent, ce sont des portions de routes au cours de l'histoire. Alors, vous avez une autre carte qui peut vous intéresser ici. Vous voyez, alors là, au contraire, non seulement les routes terrestres qui sont en rouge, mais les routes maritimes. Et la plupart du temps, bien sûr, les routes maritimes dans l'océan Indien sont des routes qui longent les côtes. C'est du cabotage à l'époque. Mais c'est très précieux, ça permet d'échanger des produits entre l'Europe et l'Asie. Alors, quels sont ces produits ? Ces produits, vous le voyez, j'ai mis deux colonnes, vers l'ouest et vers l'est. Alors, qu'est-ce qu'on vend à l'ouest ? Un certain nombre de produits ou d'animaux, y compris, et pensez aux chevaux. Vous savez que les chevaux sont admirables dans l'histoire de la Chine et dans l'histoire des Mongols aussi. Ce sont de très grands cavaliers, de très grands guerriers à cheval. Vous voyez poudre à canon, bien sûr, orfèvrerie, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui va vers l'est de l'Europe, vers la Chine ? Vous voyez, là aussi, un certain nombre de produits manufacturés, évidemment, comme les textiles, mais aussi naturels, comme l'ivoire, etc. Ces échanges ont fait l'objet, au cours de l'histoire, les routes de la soie, de nombreuses représentations, peintures, gravures, etc. Ici, c'était vous voyez, une des routes de la soie avec les animaux les chevaux, etc., et ainsi de suite. Et ça donnait lieu, évidemment, à de grandes manifestations. De temps en temps, sur les routes de la soie, il y avait des grands marchés, comme on disait autrefois, des grands marchés qui étaient des événements dans l'année. Des événements, parce que les économies se retrouvaient au même endroit, et les civilisations différentes. Alors le projet a été lancé par le président Xi en 2013, sachant que le président Xi a déjà dit qu'il était possible qu'il ne fasse pas seulement, comme c'est la coutume, 2 mandats, c'est-à-dire 2 mandats sauf erreur de 5 ans, et qu'il pourrait rester au pouvoir d'une façon ou d'une autre après ces 2 mandats. Généralement, un président chinois, c'est 2 mandats de suite. Et donc, c'est son bébé. C'est-à-dire que les routes de la soie, c'est le bébé,
c'est son enfant chéri pour l'avenir. C'est important parce que c'est un projet non seulement pour la Chine, mais c'est un projet animé par le président. Et même si le président n'est plus président, il continuera à mener ce chantier, compte tenu de la réalité du pouvoir chinois sur le plan politique. Il a été lancé en 2013, on l'appelle aussi souvent au bord. One Belt, One Road, c'est-à-dire une ceinture au sens physique du terme et une route. Souvent on abrège en disant au bord. C'est un projet pharaonique, c'est le projet du siècle pour le président chinois, il l'a dit ainsi. C'est un projet assez flou parce que c'est un projet tellement énorme qu'il connaîtra des évolutions considérables dans les années à venir. Et les dizaines d'années à venir, si tout se passe bien pour la Chine. Et puis, l'idée, encore une fois, clé, je l'ai mis en gras, c'est de désenclaver l'Asie d'ici à 2050. D'ici à 2050, c'est évidemment une période, là aussi, très symbolique, très arrondie. Alors, sont prévus des milliards, des dizaines de milliards d'euros ou de dollars. Attendons, pour faire une expertise correcte des engagements financiers, attendons 5 ans, 10 ans au minimum, avant d'y voir un peu clair. Mais c'est encore une fois un projet de très grande ampleur, auquel, vous allez le voir dans un instant, auquel les Européens et d'autres Asiatiques que les Chinois sont associés. Il n'y a pas, ce n'est pas seulement un bébé chinois, c'est un bébé chinois qui est destiné à devenir un adulte par définition et qui est destiné aussi à profiter, selon le point de vue chinois, à profiter au reste du monde. Alors, on ne veut pas entrer dans les affaires financières pour l'instant, simplement pourquoi est-ce qu'il y a ce projet de route de la soie, les buts chinois avoués ou non. Alors, pourquoi? D'abord, vous savez que la Chine a les plus grandes réserves de change du monde. J'ai regardé ce matin pour vous, en septembre dernier, elles étaient estimées, ces réserves, à 3100 milliards de dollars. Ça permet aussi, je reviens à ma carte ici, je vais revenir à ma carte, vous allez mieux comprendre, ça permet de stabiliser une région très instable qui est ici. Et ça c'est un désert, mais autour de ce désert il y a du monde, pas beaucoup, plusieurs dizaines de millions de personnes, pas beaucoup, mais c'est ce qu'on appelle la région du Xinjiang. Et cette région du Xinjiang est très instable politiquement. Il y a même un mouvement indépendantiste, parce que là se trouvent des habitants de cette région, mais qui ne sont pas chinois, qui sont asiatiques, comme les Chinois, mais qui ne sont pas d'ethnie Han, H-A-N, c'est-à-dire l'ethnie des Chinois. Et plus de 90% de la Chine est peuplée de Han. Là, ce sont des Chinois de nationalité, mais non Han, qui ne sont pas chinois ethniquement, et qui sont des Asiatiques. Et c'est de là, si ça vous intéresse géopolitique, c'est de là que viennent les Turcs. À l'origine, les Turcs sont partis de là, voilà, au tout début de l'Empire ottoman, 14e, 15e siècle, ils ont descendu vers le plateau anatolien, mais à partir du Xinjiang. C'est ce qu'on appelle la région des Ouïghours. La région des Ouïghours. Ouïghours, ça s'écrit O-U-I-G-H-O-U-R-S. Enfin, vous verrez ça. Et donc, c'est une région quand même assez centrale en Asie centrale, et c'est une région qui est instable, parce qu'encore une fois, il y a un mouvement indépendantiste, et les Chinois colonisent. D'ailleurs, c'est un très mauvais mot que je viens de dire. Les Chinois ont mis beaucoup de Han, de chinois, depuis une cinquantaine d'années dans cette région-là. Et en fait, la mixité entre les Ouïghours non chinois et les Chinois de souche, cette mixité ne produit pas une société équilibrée. Et il y a eu, il faut le dire, beaucoup d'attentats terroristes fomentés depuis des dizaines d'années, c'est pas nouveau, depuis des dizaines d'années, par les Ouïghours, et il y a même un mouvement, encore une fois, indépendantiste. Donc ça permet évidemment de stabiliser dans la mesure du possible le Xinjiang, qui s'écrit comme ceci, qui est une province mal sinisée,
malmenés par des groupes indépendantistes terroristes. Alors il faut aussi favoriser les géants industriels. Vous savez que la Chine a des géants industriels qui ne demandent qu'à investir donc en dehors de Chine, mais dans de grands projets comme les routes de la soie. Ça permet d'exporter la main-d'œuvre, ça permet d'imposer des normes non américaines sur les produits et de se libérer des classifications américaines en matière industrielle et commerciale. Et puis, si j'ouvre la colonne de droite de ma diapositive, maintenant, je vois qu'en externe, évidemment, ça permet d'entrer dans la partie anciennement soviétique d'Asie centrale, ça permet d'utiliser des excédents financiers, de se créer une clientèle, et là aussi, ça permet d'ouvrir un corridor via le Pakistan, de façon à encercler l'Inde. Vous savez qu'il y a une rivalité historique entre le monde indien et le monde chinois, et évidemment la descente, comme cela nord-sud, des intérêts chinois dans l'océan Indien ou sur le littoral de l'océan Indien prend en tenaille objectivement l'Inde. Et l'Inde se sent nourrie, si vous voulez, un complexe obsidional, c'est un complexe de citadelle assiégée par la Chine. D'autant plus que le Pakistan est un allié récent, c'est un pays très jeune comme l'Inde sur le plan strato-national, sur le plan juridique, mais le Pakistan est un allié naturel de la Chine. Les premières réalisations, alors vous le voyez, première réalisation, les axes de désenclavement, je vous ai dit les routes terrestres qui vont vers l'Europe et les routes maritimes qui vont vers plutôt la mer Rouge et le Golfe, plutôt la mer Rouge et la corne de l'Afrique. C'est un double mouvement, encore une fois, qui est assez nouveau d'un point de vue géopolitique du côté de la Chine. La Chine a une connaissance relativement faible de l'intérieur de l'ancienne Union soviétique. Et les routes de la soie, vous voyez, au nord, d'une façon terrestre, passeront par des pays qui, en fait, sont issus de l'écroulement de l'Union soviétique. Donc, vous notez la rivalité inévitable entre Moscou et Pékin sur les routes terrestres de la soie, parce que ce n'est pas quelque chose de favorable vu de Moscou. N'oubliez pas que quand l'Union soviétique est morte en décembre 1991, elle a donné naissance, l'Union soviétique était une union de 15 républiques socialistes soviétiques, 15 républiques, elle a donné naissance, en s'écroulant, donc à 15 États indépendants. Bien sûr, le plus grand État et le plus peuplé, la Russie, mais aussi des petits États, et qui sont des États souvent dirigés par des dictateurs, des systèmes incroyablement autoritaires, mais leur force politique, je veux dire, il faut la mettre en parallèle avec la faiblesse souvent économique. Certains ont des matières premières, d'autres pas du tout. Donc c'est beaucoup plus facile pour la Chine de commercer, ou en tout cas de négocier, ou d'avoir des pourparlers avec des pays faibles, parce que évidemment vous avez beaucoup plus de force à leur égard. La Russie est inquiète de cette enfoncée des intérêts chinois vers l'Europe, et en plus c'est vers l'Europe. Donc elle est très jalouse de garder des liens avec ces pays d'Asie centrale. Vous notez à propos des lignes de communication, puisque c'est un des soucis que vous avez pour vous dans vos études, lignes de communication, c'est qu'en Asie centrale, donc une grande partie de l'ancienne Asie soviétique, les lignes de communication, elles vont vers Moscou. Hein. C'est l'histoire d'abord de la Russie ancienne tsariste, et puis de la Russie soviétique, de l'Union soviétique. Alors, voici, vous voyez, là c'est très symbolisé, les routes de la soie, et vous voyez que ça traverse une grande partie de l'ancienne Union soviétique. Ça va déjà en Pologne, ça va à Londres. Et vous voyez que, par exemple, vous verrez, vous avez des trains qui arrivent très souvent à Lyon, en France, à Londres, au Royaume-Uni, en Pologne, en Allemagne, qui viennent directement des profondeurs de la Chine. Donc c'est un projet qui déjà est en cours de réalisation pour l'instant. Alors j'ai mis ici une carte qui vient de nos amis de DiploWeb, à la suite justement d'une communication que j'avais proposée dans une université chinoise sur les routes de la soie. Ils voulaient savoir comment les Européens voyaient les routes de la soie.
à l'époque. Bon, donc si vous voulez, vous comprendrez mieux cette carte, vous entrerez mieux dans cette carte avec le texte qui correspond. Alors le train, c'est très important, vous le voyez, train de marchandises, et vous voyez le rêve chinois, un monde à portée de rail. Eh bien, alors c'est vrai qu'un train, ça transporte une centaine de conteneurs ou un peu moins. Et le bateau, par définition, le plus grand porte-conteneurs du monde, qui vient d'être mis à flot peut-être il y a un an, transporte, je crois, jusqu'à 20 000 conteneurs, c'est-à-dire, comme on dit, 20 000 boîtes. Alors c'est gigantesque par rapport à un train. Mais un train, c'est infiniment mieux pour porter des conteneurs qu'un camion. Parce qu'un camion ne porte normalement qu'un conteneur. Et donc, vous voyez, c'est du porte-à-porte. Tandis que le train, lui, va en profondeur des continents et transporte quand même plusieurs dizaines de conteneurs. Alors, ils arrivent à Varsovie, à Berlin, ils arrivent à Paris, ils arrivent bien sûr à Lyon, ils arrivent à Londres, à Varsovie aussi, oui, c'est marqué. Et vous voyez, vous avez en bas à droite quand même 1900 trains par an, c'était le chiffre de 2016. J'ai essayé de le réactualiser pour vous hier, je n'ai pas trouvé le chiffre qu'il y a de nombre de trains qui arrivent en Europe au titre symbolique des routes de la soie en provenance du fond de la Chine. Et donc ce n'est pas seulement un projet, c'est un chantier en cours de réalisation. Et la Chine, en 2016, espérait non pas avoir 2000 trains par an, mais 5000. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Vous voyez d'ailleurs ce train qui arrive à Lyon, après avoir traversé 7 pays, 11 000 km pendant 15 jours, et lui transportait 41 conteneurs, et c'était en 2016. Et encore une fois, on voit l'importance des distances. Alors, les principaux moyens, vous les voyez ici, c'est très simple, c'est une volonté politique que seuls les pays non démocratiques peuvent avoir. Lancer un grand projet dans un pays démocratique sur 30 ans, c'est très aléatoire parce que les régimes changent et puis les opinions publiques changent. Là, vous êtes dans un système où la question ne se pose pas. Il y a une volonté politique qui vient de haut, on l'applique. Une volonté politique permanente et non soumise aux opinions publiques. Les routes de la soie, on l'a dit encore, c'est l'enfant chéri du président chinois qui peut se succéder à lui-même plus tard. Et puis, ça permet d'utiliser une partie des réserves de change, ce sont les plus grandes réserves de change du monde, et il y a, ça je peux vous en parler longuement, des outils bancaires et financiers que met en œuvre la Chine pour donc favoriser ces routes de la soie. C'est encore une fois, je vous l'ai dit, ces outils bancaires et financiers sont ouverts à l'étranger. C'est-à-dire que, par exemple, le Royaume-Uni était le premier, il y a quelques années, à donc émarger, c'est-à-dire à apporter son aide et ses moyens financiers à la banque dédiée, l'une des banques dédiées aux routes de la soie. Mais vous avez aussi un pays comme l'Italie, vous avez un pays comme la France, etc. Alors ça c'est géopolitique, vu de Washington, et surtout vu de Washington depuis l'élection du président Trump, c'est quelque chose de sans doute assez irritant de voir autant de pays européens et d'autres pays asiatiques concourir au projet des routes de la soie, dont on ne sait pas s'ils seront, comme a dit le président français récemment, il y a un an peut-être environ, on ne sait pas si ces routes de la soie vont être à double sens. C'est très joli d'exporter des produits chinois en Europe, mais il faudrait peut-être aussi que nous vendions des produits européens à la Chine. Et ça, c'est un point important. Alors la troisième partie, c'est au fond les contraintes et les critiques. Et les contraintes et les critiques, c'est ça. Alors les contraintes, les incertitudes majeures, j'ai mis les incertitudes majeures. Alors les incertitudes majeures, d'abord, première incertitude, ni vous ni moi ne savons ce que sera l'état politique de la Chine. Nous sommes en 2020 pour ainsi dire, lequel il sera en 2030, en 2040, en 2050. On n'en sait rien du tout. Donc pour moi, et j'ouvre une parenthèse, et ce qui montre l'importance d'un projet comme les routes de la soie, qui est un projet pharaonique encore une fois, et qu'il réussisse ou non, c'est quand même un acte qu'a posé la Chine au cœur du commerce international, eh bien, qu'il réussisse ou non, c'est déjà un défi pour tout le monde. C'est déjà un défi pour tout le monde. Et c'est une forme de puissance. C'est une forme de puissance. Et c'est une forme de puissance perturbatrice.
parce que, à la fois dynamique, positive, mais aussi perturbatrice, parce que ça trouble le jeu, au sens comme un jeu de cartes, ça trouble le jeu de beaucoup d'acteurs dans le monde. Regardez, les Européens ne sont pas clairs à l'égard des routes de la soie. Ne sont pas clairs en leur sein, c'est-à-dire entre eux. Alors, les incertitudes majeures, les contraintes, alors, ils vont être obligés, vous voyez quand même, les routes de la soie, vous voyez le Xinjiang qui était là, qui est l'extrême ouest de la Chine. Donc n'oubliez pas quand même, ça c'est géopolitique, que vous avez eu une Union soviétique. De 1917, la Russie soviétique, puis l'Union soviétique jusqu'à 1991. C'est-à-dire qu'au cours presque l'ensemble du siècle, la plus grande partie centrale du siècle, a été l'histoire de l'Union soviétique dans cet espace-là. Mais l'Union soviétique étant fermée sur elle-même, elle n'était pas seulement fermée par un rideau de fer sur son flanc ouest, c'est-à-dire divisant les deux Allemagnes, etc., pendant la guerre pacifique. Elle était fermée, c'était pas un rideau de fer, c'est pour ça que j'ai mis, je devrais le mettre, entre guillemets, un rideau de laiton, un peu plus mou que le fer, c'était pas de l'acier, mais quand même, c'est la Chine qui profite de l'effondrement de l'Union soviétique en ouvrant des routes commerciales qui étaient interdites du temps de l'Union soviétique. C'est pour ça que ce rideau de laiton, je l'ai mis en rouge. N'oubliez pas que l'Union soviétique était un immense pays asiatique, même si la population et les activités étaient en grande partie en Europe, sur la partie européenne de l'URSS. Donc ça, c'est une question importante, cette carte, c'est que finalement, les Chinois entre guillemets, traversent l'ancienne URSS. Vous ne l'auriez pas dit, encore une fois, il y a 30 ans. Vous voyez, en bleu, j'ai mis l'Asie centrale soviétique, du temps de l'Union soviétique, et vous voyez là aussi des pays qui sont travaillés par les intérêts chinois maintenant, et dans une optique transcontinentale jusqu'à l'Europe, et jusqu'à l'Europe occidentale d'autrefois. Alors, j'ai mis le titre, les routes du Nord-Ouest, les spécificités de l'Asie centrale. Faites attention à une chose, on parlera beaucoup plus longuement peut-être dans les questions de la partie maritime de l'océan Indien, mais l'Asie centrale, on en a un petit peu parlé, mais l'Asie centrale, c'est un monde quand même très particulier. D'abord parce qu'il a été fermé du temps de l'Union soviétique, et ensuite parce qu'il est très mosaïque. J'ai mis ici un petit mémo qui peut vous aider, vous le consulterez tranquillement quand vous aurez le temps. C'est une terre d'affrontement entre les empires. Et s'il y a bien un empire dans l'histoire, c'est l'empire chinois, parmi d'autres, mais c'est une culture d'empire. L'empire tsariste, chez les Russes, l'empire soviétique avait des composantes très fortes d'empire impérial, et ainsi de suite. L'empire turc, qui n'est pas loin, l'empire ottoman, sur lequel vous avez travaillé, je sais. Alors, ce sont des terres et des hommes qui ont été quand même longtemps soviétisés, pendant des générations, pendant 73 ans, politiquement et économiquement, des lignes de communication terrestres qui vont vers Moscou. C'est un espace quand même, l'Asie centrale à traverser, c'est un espace isolé. C'est un espace peu peuplé. Là aussi, c'est important pour l'avenir, peu peuplé. Il y a le Kazakhstan qui a du monde, mais pour le reste, ce sont quand même des terres, encore une fois, peu habitées. C'est un espace qui a été longtemps fermé du temps de l'URSS. C'est un espace sans centre. Quand vous dites l'Asie centrale, il n'y a pas de centre en Asie centrale. Il n'y a pas de centre. C'est un espace fragmenté. Vous pouvez dire qu'il y a en Europe centrale un centre en Europe centrale. C'est l'Allemagne. Et c'est le monde germanique. Mais l'Asie centrale, il n'y a pas de centre. C'est un espace hétérogène, donc sans unité. C'est une faible identité nationale. Être ouzbek, être kazakh encore oui, turkmène, kirghize, etc. sont des unités nationales quand même très récentes, très récentes, c'était coiffé par l'Union soviétique. Des facteurs ethniques et culturels complexes, des infrastructures à protéger militairement. Il est certain que ce seront forcément les routes de la soie des tronçons d'intérêts commerciaux chinois. Il faudra que dans un certain nombre de pays, ce soit des moyens militaires qui contrôlent un certain nombre de ces dispositifs. Et les Chinois
sur place que j'ai rencontrés en sont très conscients, parce qu'il y a une insécurité énorme dans cette région, et notamment sous forme de terrorisme, sous forme de trafic divers, sous forme de criminalité organisée, comme on dit, et encore une fois, la terre, comme on dit en français, la terre est meuble, hein, la terre n'est pas très solide au sens politique du terme. Des organisations régionales très faibles, et puis des pays qui sont vite endettés. Alors c'est ce que nous craignons, on craint que les Chinois profitent de la faiblesse de ces pays de transit pour les endetter et mieux les contrôler. Et encore une fois, je vous l'ai dit, les endettements, ça peut être sur plusieurs dizaines d'années. Alors à l'inverse, ces pays de transit sont très contents parce que ils disent « Oh, mais en échange, on nous construit des ponts, des autoroutes, peut-être, je dis au hasard, un hôpital ou une série de lycées, enfin peu importe. Mais à quel prix aussi sur le long terme ? Et cela, c'est encore une fois très mal apprécié vu de Moscou, compte tenu de l'histoire de la Russie tsariste et de l'Union soviétique. Alors vous voyez le point de passage obligé au sud sur le plan terrestre, j'ai mis une ligne de chemin de fer assez grossière, elle n'existe pas pour l'instant, elle n'existe que là, ligne de chemin de fer, très récente, mais le point de passage obligé, je l'ai mis en jaune, c'est l'Iran. C'est-à-dire que la Chine, c'est important géopolitiquement, ne peut pas se mettre à dos, ne peut pas, comment pourrait-on dire, indisposer l'Iran. Alors, le régime iranien évoluera ou n'évoluera pas, mais nous parlons aujourd'hui en 2019, on ne peut pas savoir ce qui se passera en 2029, en 2039. Mais disons que du point de vue terrestre, pour les camions et pour le fer, c'est-à-dire les chemins de fer, c'est la seule route convenable, c'est au sud de la mer Caspienne et au nord de la capitale de l'Iran, Téhéran, pour aller ou vers le Proche-Orient ou beaucoup mieux vers la Turquie. Mais j'ai mis ici une sorte d'ellipse pour le Proche-Orient, et ce n'est pas à vous que je vais dire en géopolitique que c'est durablement un espace extrêmement dangereux à moyen terme pour les 20 ans à venir. Ça ne va pas se simplifier forcément. Donc pour tous les conflits qui y résident. Donc en fait, cette ligne-là rouge est une ligne absolument vitale pour les routes de la soie. Et puis, ligne de communication, et puis là, vous voyez, antagonisme structurant, c'est évidemment la rivalité à la fois ancestrale mais renouvelée entre l'Arabie Saoudite, pays arabes, et évidemment l'Iran. Et là, on a un fossé qui est représenté par le golfe arabo-persique. Et là, si vous voulez, tout ce qui est au sud de la ville de Téhéran, sur le plan géopolitique, ça restera extrêmement versatile, aléatoire, compliqué, douloureux. Et le Proche-Orient est depuis des dizaines d'années une terre de conflits, et de conflits armés, sans même parler de la guerre civile de Syrie. Donc si vous voulez, là, sur le très long terme à venir, les Chinois ont tout intérêt à miser sur l'Iran. Les critiques, une mainmise ou avec une volonté de domination chinoise. Ça, c'est une critique. Les risques pour les petits pays qui s'endetteront, on en a parlé. L'Asie centrale, vous l'avez vu à l'instant, qui est potentiellement instable. Et puis, le corridor entre sino-pakistanais, corridor à la fois chinois et pakistanais, qui inquiète l'Inde. Donc on est, vous voyez, dans un grand mouvement. Il faudrait voir ça comme une sorte de carte d'état-major avec non pas des armées, puisque c'est du commerce, mais avec pour l'instant, des grands mouvements qui se déplacent sur la carte petit à petit, comme on mettrait des armées ou des effectifs militaires sur une carte d'état-major. Conclusion provisoire, un projet sur plusieurs décennies. Donc notre vision occidentale du court terme ne convient pas du tout à l'analyse géopolitique de la Chine. Alors là, nous sommes à côté de la plaque si nous commençons à être impatients. Non, c'est un projet à long terme. Un projet segmenté, donc fractionné, 3 obstacles ou freins, et c'est des obstacles qui viennent de puissances traditionnellement, historiquement impériales. La Russie, vous l'avez vu ici, l'Iran et la Turquie. Donc on retrouve des jeux d'empire à terme. Il est inutile de vous dire qu'un certain nombre de ces empires sont très contents, excusez-moi l'expression, de mettre des bâtons dans les roues à la Chine le moment venu dans tel dossier
intéressant les routes de la soie. Et puis alors, encore une fois, sur le plan terrestre, moins sur le plan maritime, la question de la sécurité. Sécurité sous tous ces aspects, la sécurité. Alors bien entendu, il vaudra mieux dire, la question clé, c'est l'insécurité. Oui, ben c'est ça, c'est l'insécurité. C'est l'insécurité. Voilà. Merci beaucoup à vous.